Alors les progrès permis par l'IA en faveur de la santé des femmes, déjà je dirais c'est les progrès permis par l'IA en faveur de la santé tout court. Il n'y a pas nécessairement une grosse différence en fait. Et d'ailleurs, il y a plutôt plus de progrès en faveur de la santé qu'en faveur de la santé des femmes, puisqu'il y a quand même moins de recherche qui est faite sur la santé des femmes que sur la santé tout court. Peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que l'IA nous permet de repenser un peu comment on fait les choses, que souvent l'IA, on l'accuse, à raison d'ailleurs, éventuellement augmenter les biais qui existent déjà. Et du coup, ça nous oblige à repenser nos biais qui sont assez importants dans la santé des femmes. Et du coup, le fait de repenser les biais qu'on a quand on développe des algorithmes, ça peut permettre d'avoir des solutions qui soient moins biaisées et donc d'avoir quelque chose de mieux pensé en fait pour la santé des femmes. Alors IA traditionnelle ou IA générative, c'est deux. Enfin, nous on travaille beaucoup sur les sujets d'IA traditionnelle, mais l'IA générative, ce qu'il y a de bien, c'est que ça rend accessible en fait les solutions d'IA à tout le monde. Ça permet à chacun ça crée une interface finalement qui permet à chacun de toucher du doigt ce que c'est l'IA, ce que ça peut apporter. Et c'est extrêmement important parce que justement ça élargit le spectre de l'utilisation de l'IA à tout le monde en fait dans une entreprise. Et ça permet aussi de prendre conscience de l'importance de la qualité des données, et puis d'autoriser chacun à utiliser des solutions d'IA et du coup à demander aux experts, et notamment aux data scientists ou aux experts en IA, de leur proposer des solutions qu'ils pourront utiliser pour leur métier. Donc je trouve que l'IA générative, c'est une super porte d'entrée sur l'IA. L'IA, ça permet de traiter beaucoup plus de données que ce qu'on fait habituellement. Et notamment, un des sujets que je trouve particulièrement intéressant, c'est tout ce qui va être donné en vie réelle, qu'on n'intègre pas toujours de façon massive, voire même des fois pas du tout en fait, dans une étude clinique. Et le fait d'aller chercher des données sur des réseaux sociaux, par exemple, ça peut permettre de prendre en considération la personne ou le patient dans sa vie et dans sa globalité, et pas juste de façon plus étroite comme on le fait souvent. Donc l'IA, ça permet de traiter beaucoup plus de données et d'être plus créatif sur les données qu'on va chercher pour essayer de développer une molécule ou d'accompagner un patient dans sa vie de tous les jours. Alors les points d'attention à avoir pour assurer des avancées vraiment inclusives en utilisant l'IA, c'est notamment tous les points de vigilance sur les biais qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sans l'IA, on ne se pose pas toujours autant de questions sur les biais possibles et sur l'inclusion. On le fait de façon assez classique. Mais avec l'IA, on a un vrai sujet de confiance puisqu'on va faire appel à de l'intelligence artificielle et pas une personne en qui on a confiance. Et du coup, il y a vraiment, déjà la première chose, c'est de se dire de quoi on parle en fait quand on parle d'inclusion. C'est quoi tous les points de vigilance, et ensuite pour s'assurer que ce qu'on fait avec de l'IA soit inclusif, il y a des sujets sur les données qui sont utilisées. Donc il faut qu'elles soient complètes, qu'elles soient fiables, qu'elles soient exactes, qu'elles soient actualisées. Il y a vraiment après des sujets sur les algorithmes qu'on va utiliser, sur la façon dont on va mettre en production. Et à partir du moment où on veut être vigilant sur l'inclusion et sur les biais, je pense que pour le coup, l'IA est un très très bon moyen de s'assurer justement qu'on respecte ces critères d'inclusion qu'on s'est mis. Donc finalement, c'est un très bon outil pour s'assurer que nos biais humains sont compensés. Alors ça peut les accentuer si on n'y est pas vigilant, mais si on est vigilant, c'est un très bon moyen de contrôler nos biais, je pense, et de les atténuer. La santé de la femme, c'est d'abord le paradoxe suivant. C'est que les femmes vivent plus longtemps. Mais de manière paradoxale, leur état de santé est en moyenne moins bon que ceux des hommes. Pourquoi ? Parce que les statistiques, les données, la recherche
la conception même des molécules ne prend pas en compte la spécificité de la condition féminine, de ces conditions métaboliques. C'est pourquoi la santé de demain sera adaptée et prendra mieux en compte la condition féminine du point de vue de sa particularité, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas. L'innovation numérique correspond à l'augmentation de la puissance des systèmes d'apprentissage, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle de manière assez générique. Ce qui va être possible, et ce qui est déjà possible aujourd'hui, c'est que les données vont permettre d'entraîner des modèles toujours plus performants et toujours plus puissants. Or, la lacune principale de la santé de la femme, c'est le fait que la connaissance, l'adaptation des thérapies, des molécules et des traitements au métabolisme féminin n'est pas au rendez-vous. Et les systèmes type réseau neurone, intelligence artificielle, vont permettre de traiter cette question qui aujourd'hui n'est pas traitée. Aujourd'hui, il y a une étude qui vient d'être publiée, qui a été publiée il y a quelques mois, et qui dit que la création de richesses issues d'une meilleure prise en compte de la santé de la femme serait de l'ordre de 1 trillion de dollars par an. Faire connaître cette étude motivera les industriels et motivera les financeurs publics de la science. Aujourd'hui, pour donner un exemple, la recherche américaine consacre 4% de ses moyens à la santé de la femme. Donc il faudrait arriver à doubler ou tripler cet effort de manière à ce que l'état de bien-être de la femme rattrape celui de l'homme, puisque l'état de bien-être général de la femme et de santé est 25% inférieur à celui de l'homme. Donc il faut rattraper ce retard. La population s'en trouvera évidemment améliorée en termes de bien-être, mais surtout il y aura une création de richesse phénoménale. Paradoxalement, la santé de la femme, qui est le parent pauvre de la recherche, deviendra un vecteur de valorisation assez inouï. Je m'appelle Maxime Langevin et je suis directeur général de Dipia. Dipia, on est une start-up qui développe un logiciel d'aide à la décision pour les professionnels de santé, qui les aide à interpréter les comptes rendus de biologie médicale que les professionnels de santé reçoivent. Ce logiciel s'appelle Biologia. Il va fournir des informations aux médecins telles que le degré de priorité du compte rendu qu'il a reçu, les anomalies présentes sur le compte rendu et des recommandations de conduite à tenir face aux anomalies présentes. Et donc toutes ces informations vont l'aider à gagner du temps et à sécuriser sa prise en charge, avec un impact sur la qualité de travail du médecin, mais aussi un impact sur la santé publique en améliorant la prise en charge des patients. Nous, on se focalise sur la santé de manière générale, mais qui englobe aussi la santé de la femme, bien sûr. Donc notre ambition en termes de santé, c'est d'empêcher qu'il y ait des errances diagnostiques liées à la non-détection de problèmes sur les biologies, d'une part, et aussi lié au fait qu'il n'y a pas forcément la bonne prescription complémentaire qui soit faite face à une anomalie biologique. Et donc, comment ça va se traduire, par exemple, si on prend un problème spécifique à la santé de la femme, donc on a beaucoup parlé de carence martiale aujourd'hui, nous, l'objectif, ça va être, avec la priorisation, de faire remonter le compte-rendu au médecin pour qu'il identifie de manière proactive la carence martiale, et avec l'interprétation et les explorations, de le tenir à jour des dernières recommandations et lui fournir la bonne conduite à tenir pour que la patiente elle soit aiguillée le plus rapidement possible et que son problème soit résolu, donc soit par une supplémentation, soit par un traitement d'une autre cause. Grande fierté de voir notre travail qui est reconnu par un jury très divers avec des pharmaciens, des médecins et des industriels, et puis aussi d'avoir pu côtoyer la scène avec d'autres startups qui développent des solutions très diverses et très inspirantes en fait en santé digitale. Et ça représente aussi en fait une opportunité qui est, là on était très centré sur la santé de la femme,
Et en fait, c'est un axe qui se développe beaucoup en santé et sur lequel nous, on souhaite aller. Donc c'est aussi une reconnaissance du potentiel de notre solution pour la santé de la femme. Je m'appelle Florian Le Goff, je suis entrepreneur et je suis le président de Eloa. Eloa qui est l'app de santé de la famille qui s'intéresse au parcours complet de la parentalité, de la grossesse à l'adolescence de l'enfant, en passant par évidemment tout le parcours santé de l'adulte entre 25 et 45 ans. Eloa aujourd'hui c'est une application qui est installée par un parent sur 4 chaque mois et on a 88% de femmes qui l'utilisent notamment pour compléter le parcours qui est très médicalisé pendant la grossesse, qui l'est plus du tout quand on rentre à domicile et avoir un suivi santé qui soit continu après l'arrivée de l'enfant. En santé de la femme, Eloa est particulièrement engagée sur plusieurs sujets, notamment la santé mentale et la santé mentale des mamans. On est très engagé sur le repérage précoce de la dépression du postpartum et on a déjà fait 2 études cliniques sur le suivi des dyades mère-enfant qui montraient notre capacité à repérer les dépressions du postpartum, voire des fois à les éviter dans certains cas. Alors, remporter le prix, c'est une grande fierté pour nous parce que on est une application qui est aujourd'hui plébiscitée par les parents, mais on est assez peu connu du monde de l'industrie. Et pourtant, la plupart des gens qui entendent parler d'Eloa en entendent parler par leur médecin directement. Donc pour nous, c'est très important de commencer à établir des liens avec les autres acteurs de l'écosystème pour créer un écosystème complet autour des besoins de la femme, notamment sur la période de vie du postpartum. Donc on a fait 2 essais cliniques sur Eloa. À l'époque, l'application s'appelait Malo. Le premier, en fin 2021, on a repéré que les mamans qui utilisaient Malo ou les coparents qui utilisaient Malo, quand ils avaient une alerte, dans 92% des cas, allaient voir leur médecin pour en parler. Et ça, c'est un élément qui est primordial dans une stratégie d'aller vers. Ça permet de déclencher des parcours de prise en charge parce que le parent est allé consulter sur un sujet spécifique. Et dans notre deuxième étude, on s'est intéressé notamment à la question de la dépression du postpartum et on a montré que sur une population donc, de parents qui utilisent Eloa, on avait une incidence de la dépression du postpartum en baisse par rapport à la population générale. Bonjour Karine. Bonjour Jérôme. On est ici à Future for Care, donc un lieu emblématique de l'e-santé. Vous êtes la directrice générale du laboratoire CSL Vifor, vous allez nous en parler dans quelques secondes. Mais on vient de passer une journée ensemble, une journée passionnante sur la santé de la femme. Et on voulait comprendre en fait pourquoi vous l'aviez lancé ici à Future for Care. Future for Care, c'est un lieu emblématique autour de l'innovation. Un magnifique lieu. Magnifique, avec un incubateur gigantesque de start-up. Donc, on peut voir ici l'ensemble des start-up qui sont hébergées chez Future for Care. C'est combien à peu près de start-up? 80 start-up et plus. Donc, c'était important pour nous de pouvoir fédérer les acteurs de santé dans ce lieu pour mettre l'innovation au devant de la scène, pour continuer à travailler avec tout cet écosystème et continuer à innover ensemble. Bon, alors Karine, moi je vous suis beaucoup forcément sur les réseaux sociaux, je vois que vous êtes très impliquée dans l'écosystème de la santé, vous êtes forcément très impliquée sur la santé de la femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Iron Lab et pourquoi vous l'avez lancé? Oui, donc CSL Vifor, c'est un laboratoire spécialisé dans la prise en charge de la carence en fer. On sait qu'il y a certaines pathologies qui sont prépondérantes chez la femme et la carence en fer en fait partie. Donc Iron Lab et la santé de la femme, c'est une histoire qui est tout à fait naturelle. On a voulu aujourd'hui, dans cette journée, fédérer les startups. Donc on a commencé par un concours de startups où il y a 9 startups qui sont venues nous présenter leurs projets autour de la santé de la femme et de la prise en charge de la carence en fer, avec 2 startups gagnantes en fin de journée. Donc on est ravis d'avoir pu offrir la possibilité de collaborer avec CSL Vifor à Biologia, qui est une start-up spécialisée dans le diagnostic et l'amélioration du diagnostic et de la lecture des comptes rendus de biologie pour les professionnels de santé. Donc en termes de santé publique, c'est un impact qui est important. Et également avec Eloa, qui est une plateforme de santé familiale, donc qui touche plus particulièrement à la femme, le postpartum et toutes les conditions féminines autour de la maternité. Voilà.
Alors Karine, avant de vous rejoindre, vous savez que j'étais donc à Tech Forest, donc à un nouvel événement dédié aux technologies pour la santé, et j'ai rencontré Irène Marcheter, donc qui est, comme vous, vient de Montréal, et qui mettait un élément que vous partagez, qui est l'importance de la collaboration, de la co-conception. Je sais que c'est un des ADN forts de Iron Lab. Pourquoi c'est important de collaborer ensemble avec tous les acteurs pour améliorer la santé de la femme? Oui, tout à fait. L'innovation aujourd'hui, ça ne se restreint pas uniquement à avoir des nouveaux médicaments disponibles pour les patients. L'innovation, elle émerge de cette collaboration justement. Donc d'avoir l'ensemble des acteurs, que ce soit les associations de patients, les académiques, les professionnels de santé et les startups dans un même lieu, c'est ce qui permet de générer des idées et de trouver des solutions qui sont pertinentes pour les patients. Que ce soit aujourd'hui tout ce qu'on sait en data, les gigabases de données, en intelligence artificielle ou encore en e-santé. Tous ces éléments aujourd'hui contribuent à améliorer le parcours de soins des patients et on a bien besoin de tout ça au vu du système de santé aujourd'hui. Karine, dans l'interview en marchant et plus globalement dans l'œil de la e-santé, ce qu'on aime, c'est bien sûr avoir la vision des différents acteurs de santé que vous représentez sur l'impact en fait du numérique dans le système de santé. Alors je sais que voilà, vous êtes une femme passionnée par la technologie aussi. Donc aujourd'hui, je sais que vous avez participé à d'autres événements, comme celui notamment de Femtech France. Qu'est-ce qui illustre pour vous des exemples très concrets de l'intelligence artificielle, de l'IA générative pour la santé de la femme? Déjà, il est essentiel pour moi d'associer ces innovations d'aujourd'hui avec les modèles de parcours de soins. Déjà, pour moi, c'est essentiel. Si on prend des exemples plus particuliers en termes de diagnostic, d'accélération du diagnostic, on pense que l'intelligence artificielle peut contribuer à scanner de nombreuses images. On peut penser en cancer du sein ou encore en endométriose, où il y a des startups comme Femnov qui aujourd'hui cherchent à accélérer le diagnostic de l'endométriose. Un diagnostic d'endométriose aujourd'hui, c'est 7 ans d'errance thérapeutique. Donc, quand on peut penser que des technologies comme l'intelligence artificielle peuvent contribuer à accélérer ces diagnostics, il faut absolument réussir à les déployer. Karine, je sais que la santé de la femme, c'est pas qu'aujourd'hui à Iron Lab. Vous allez continuer à vous engager tout au long de l'année. Donc je suis persuadé que dans l'œil de la santé, on reparlera de toutes ces technologies adressées pour la santé de la femme et globalement pour le parcours de soins. On vous donne rendez-vous dans les prochains numéros de l'œil de la santé. Et encore merci de nous accueillir presque chez vous à Future for Care aujourd'hui. Avec grand plaisir, Jérôme. Merci beaucoup.